Ce mardi a débuté l'examen du certificat de fin d'études élémentaires. Plus de 290 000 candidats répartis dans tout le territoire national ont passé les épreuves dans les 1938 centres. Les récentes manifestations étaient marquées par des violences extrêmes décriées de tous bords. Le parti PASTEF a rédigé un mémorandum de 38 pages pour violation des libertés par le gouvernement. À 5 jours de la synthèse du dialogue national, la commission économique et sociale dirigée par Baïdé Agne était en réunion de restitution des travaux de ces 4 sous-commissions ce matin. La Banque mondiale a partagé le rapport sur la situation de pauvreté sur un indice de vulnérabilité de 53%. Le Sénégal entame sa phase de résilience pour une bonne répartition des ressources par le fichier national unique. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Le gouvernement sénégalais s'engage dans la réduction de la pauvreté au Sénégal. Les prévisions de la Banque mondiale font état d'un taux de vulnérabilité de 54%. Le fichier national unique devra permettre au Sénégal, avec un bon ciblage, de subventionner jusqu'à près d'1 million de ménages. Ce mardi s'était tenu le lancement du rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Sénégal. Le thème de cette année, c'est répondre aux besoins des groupes vulnérables pour le développement national. Aminata Sow, déléguée générale de la protection sociale et de la solidarité nationale, avec Alioune Badara Diaye. Le rapport de la Banque mondiale a sorti un taux de vulnérabilité de 54%. Il n'est pas dit que c'est un taux de pauvreté, mais un taux de vulnérabilité. C'est-à-dire que ce taux de 54% renferme les personnes pauvres, mais également les personnes vulnérables, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus de la ligne de pauvreté, qui, face à un choc, peut basculer dans la pauvreté. Il a été beaucoup question d'un problème de ciblage. Effectivement, mais ce qu'il faut dire, il faut reconnaître que le gouvernement a fait des efforts avec le registre national unique, puisque le registre était là avant la pandémie au Covid-19. Et ce registre nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans les subventions aux populations. Nous avions 542 000 ménages. Et le ciblage complémentaire ne portait que sur 440 000 ménages. Imaginez si on devait cibler 1 100 000 ménages, 1 million de ménages, alors que les populations étaient dans le besoin, étaient dans le désarroi. Donc il faut saluer cet effort du gouvernement. Et l'utilisation de ce RNU a montré sa pertinence, ce qui a fait que le gouvernement a décidé de porter ce RNU à 1 million de ménages. Mais 1 million de ménages, ça ne veut pas dire 1 million de ménages pauvres. C'est 1 million de ménages renferme des ménages qui sont dans l'extrême pauvreté, les ménages qui sont dans la pauvreté, mais également les ménages qui sont dans la vulnérabilité. Et aujourd'hui, on nous a expliqué, on vous a expliqué ce que c'est la vulnérabilité. Donc le processus d'extension du RNU à 1 million de ménages a démarré. Il a été question également de la mise à jour du RNU. J'ai expliqué que la mise à jour du RNU se fait, mais sur une périodicité de 4 ans. C'est énorme puisque dans une périodicité de 4 ans, il peut y avoir des évolutions dans le ménage. Par exemple, en 4 ans, quelqu'un qui était en classe de terminale ou bien qui était à l'université peut commencer à travailler. C'est-à-dire que la situation économique des ménages a changé. Et pour juguler ces manquements-là, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place une plateforme interopérable, une plateforme avec une autodéclaration, pourquoi pas. L'individu qui veut se faire enregistrer va faire la déclaration. Et une plateforme avec une interopérabilité avec d'autres bases de données. Et par exemple, quelqu'un qui va se soigner, la base de données, les informations qui sont en tout cas enregistrées dans la base de données vont aussitôt changer le RNU, les informations qui sont dans le RNU. C'est ça qui va permettre une mise à jour continue, c'est ça qui va permettre un ciblage beaucoup plus inclusif.
Je l'annonçais dans les grands titres, un contrôle interne, le dispositif de contrôle de gestion, les qualités des procédures des comptables et des comptes et un avis sur les rapports annuels de performance sont les nouvelles missions de la Cour des comptes du Sénégal. Hormis sa mission juridictionnelle dans la sanction des fautes de gestion, la Cour des comptes s'est lancé le défi du renforcement des capacités des personnels contrôleurs. L'atelier de partage d'expériences et d'échanges qui se tient du 20 au 21 juin porte sur la mise en œuvre des budgets et programmes au Sénégal et la formulation des avis sur les rapports annuels de performance par la Cour des comptes. Voici Abdoul Majid Gueye. La Cour des comptes, en plus de ses missions juridictionnelles, je veux parler ici du jugement des comptes et de la sanction des fautes de gestion, effectue un contrôle de la gestion des organismes publics et assiste le président de la République, le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. À ces missions traditionnelles sont venus s'ajouter à la faveur des directives de 2009 de l'UEMOA, de la dernière réforme de la loi organique sur la Cour des comptes et de la loi de finances de 2020 relative aux lois de finances, de la loi organique 2020 relative aux lois de finances, donc sont venus s'ajouter de nouvelles missions d'autre portée, demandant à l'institution de formuler un avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion mis en place par les responsables de programme, sur la qualité des procédures comptables et des comptes, et enfin un avis sur les rapports annuels de performance. Alors ce positionnement-là de la Cour nous impose une professionnalisation accrue des personnels de contrôle par le biais d'activités de renforcement des capacités comme celle qui nous réunit aujourd'hui. C'est pourquoi nous accordons à cet exercice une importance particulière. Du reste, dans cette dynamique et dans une démarche d'anticipation, la Cour avait déjà commencé à expérimenter des missions pilotes d'audit d'assistation de performance avant même la mise en place effective du budget programme. Ces missions ont été poursuivies en 2021 et 2022. Les audits effectués ont permis à la Cour de relever des constats généraux portant sur les rapports annuels de performance des programmes des ministères audités et particulièrement sur la qualité des cadres de performance. Cet atelier sera l'occasion d'échanger sur ces observations générales. Nous avons là, avec ce retour d'expérience de la Cour des comptes, une première composante de ce séminaire. Au demeurant, il est clairement établi que la qualité des rapports annuels de performance est intrinsèquement liée à celle des documents de prévision et de rédition. Je veux parler ici du document de programmation pluriannuelle des dépenses, du projet annuel de performance et du rapport de performance, mais aussi et surtout à l'efficacité du dispositif de contrôle de gestion mis en place. Ces questions feront l'objet de communication de la part du principal acteur que constitue le ministère des Finances et du Budget. Nous avons là aussi une deuxième composante de ce séminaire. Par ailleurs, au regard des difficultés qui sont inhérentes à la mise en œuvre de toute réforme, il est important d'identifier les contraintes liées à la mise en place et à l'exécution du budget programme et de proposer des esquisses de solutions pour contribuer à l'objectif d'une gestion efficace et efficiente des ressources publiques. 2700 agents sont concernés par les modalités de départ arrangées à la Poste. La direction générale, avec à sa tête Mohamedou Diaité, associant dans les négociations les partenaires et les syndicats de travailleurs, envisage de trouver les ratios justes et rationnels qui vont permettre à la Poste de se repositionner avec un équilibre financier. La Poste, avec ses différentes centrales, compte au total 18 milliards de francs CFA de masse salariale contre 6 milliards de chiffre d'affaires. Cette disproportion s'est creusée depuis maintenant plusieurs années, entraînant des difficultés financières. Un planning d'études issu des négociations sera marqué certainement par des contre-propositions pour arriver à un consensus final majeur. Ce dialogue et concertation à la Poste sont appréciés par Ahmed Diouf, le secrétaire général national des travailleurs des postes.
Le groupe Walfadjri n'aura pas droit de marche prévue ce vendredi 23 juin 2023 car les risques sont considérables, motivés clairement par le préfet de Dakar. Mortalatine, trouble à l'ordre public et entrave à la libre circulation des biens et des personnes. Cette marche projetée était prévue à la place de l'Indépendance, en passant par l'avenue Léopold Sédar Senghor jusqu'au point de chute, le palais de la République. Pour des raisons de sécurité et de cohésion, l'interdiction des marches risque de se poursuivre à cause des préparatifs de la fête de Tabaski prévue le 29 juin prochain, Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Je l'évoquais en début d'édition, reconsidération juste sur les interpellations musclées sur les récents événements au Sénégal qui ont eu lieu dans la période du 1er 3 juin du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, après les remous que les accusations contre la violation des libertés des personnes sur le droit de manifestation et les décès enregistrés ont suscité. Place maintenant aux précisions de l'émissaire des Nations Unies qui contextualise ses propos à l'endroit du Sénégal en cette période sombre. Ce dernier s'exprimait dans le cadre de l'ouverture solennelle de la 53e session du Conseil des droits de l'homme, a précisé le ministre des Affaires étrangères, Maître Aïssata Tall Sall. Cette dernière, qui avait battu en brèche les interpellations du Haut Commissaire des Nations Unies, se réjouit aujourd'hui qu'elle a même savoir dans un communiqué de la renaissance encore renouvelée hier lundi du rôle et de la place du leader du Sénégal en matière de droits de l'homme et sa longue tradition solide de coopération positive. Une confiance affirmée au pays de la Teranga qui sera conservée selon la chef de la diplomatie sénégalaise. Elle tient aussi à rassurer du respect du statut même réitéré par le haut commissaire du Sénégal qui est un exemple contrairement à plusieurs États riches dans la ratification des principaux traités relatifs aux droits de l'homme. Le Sénégal est aujourd'hui à jour de toutes les obligations de déclaration. Le 13 juin est passé après des violentes manifestations dans un communiqué. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme affichant une inquiétude avait déclaré l'utilisation d'armes à feu par les forces de défense et de sécurité qui constitue selon lui un sombre précédent pour le Sénégal. L'organe avait aussi demandé aux autorités sénégalaises de veiller à l'ouverture d'enquêtes indépendantes pour citer. Je l'évoquais en début d'édition, un mémorandum de 38 pages a été produit par le parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité et présenté hier à la presse. Portant sur les violences des récentes manifestations, ce document vient en réponse au rapport produit par le gouvernement par ses ministres lors de leur communication sur les questions d'actualité. La communauté internationale est informée de la responsabilité intégrale de l'État sur les récentes manifestations aux dégâts multiples. Biram Souley Diop, administrateur général de PASTEF, au micro d'Emmanuel Sarr. Face aux événements tragiques qui ont suivi, le harcèlement judiciaire et la décision dont j'ai été l'objet dans l'affaire m'ayant opposé à une citoyenne sénégalaise qui m'a injustement accusé de viol et de menace de mort par arme à feu, je voudrais porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale ma part de vérité. Ce texte accompagné d'annexes est un récit documenté. Il apporte une réponse aux allégations non documentées du gouvernement du Sénégal, me présentant comme étant le responsable des événements tragiques qui se sont récemment produits au Sénégal. Il est accompagné d'un ensemble de pièces et annexes prouvant la véracité des faits qui relèvent de la responsabilité historique et entière du président Macky Sall, de son ministre de la Justice, de son ministre de l'Intérieur, sa police, sa gendarmerie, ses milices armées et ses juges. Ce document est destiné en premier lieu au peuple sénégalais, ensuite aux autorités consulaires, aux organismes internationaux, aux amis et partenaires du Sénégal, ainsi qu'à tous les démocrates d'Afrique et du monde. Pour contribuer à la clarté des événements cités, ce témoignage factuel et non polémique, uniquement guidé par le souci de rétablir la vérité, est conçu autour des points que nous allons développer là et maintenant. Et quels sont ces points? Il nous faut retourner à l'origine de tout ce qui s'est passé. Le cadre documentaire a présenté la situation. Je voudrais simplement que l'on s'accorde sur une chose. La notion de violence exprime l'exercice d'une contrainte, d'un assujettissement par la violence, même donc par la contrainte, qu'elle soit une contrainte physique ou morale. Les journalistes Pape Ndiaye de Walf TV et Serigne Saliou Gueye de la Sen TV ont bénéficié d'une liberté provisoire, a annoncé Maître Khouraï Siba. La mesure du contrôle judiciaire est actée par le juge Mamadou Seck sur réquisitoire du procureur.
Les conditions émises par le juge à respecter par les deux mises en cause sont l'émargement le premier vendredi de chaque mois, les interdictions de sortir du territoire sans autorisation et de communiquer sur le dossier en cours d'instruction. Ils sont tenus aussi d'informer le juge de tout changement d'adresse. Sur ces libérations de confrères, la coordination des associations de presse a décidé de surseoir à son plan d'action, son conseil des médias ainsi que la journée sans presse qui était prévue ce vendredi 23 juin. Une première victoire, celle de la libération des journalistes arrêtés. La CAP décide de poursuivre le combat pour le rétablissement du signal de Walf TV. Je l'évoquais à la une de cette édition, le dialogue national se poursuit au niveau des commissions. Hier s'était déroulée la réunion de restitution des travaux de la commission économique et sociale. Divisée en 4 sous-commissions sur les 10 recommandations, la commission souhaite un bon suivi et évaluation après la phase synthèse du dialogue national qui a débuté depuis le 31 mai 2023. Baïdi Agne, président de la commission économique et sociale, au micro d'Aline Badara Ndiaye. La commission économique et sociale dans le cadre du dialogue national est peut-être une des commissions les plus vastes parce que nous l'avions même subdivisée en 4 sous-commissions, notamment une première commission présidée par le président Mbagnick sur l'environnement des affaires, une deuxième commission par Nicole Gakou sur le travail, la productivité, la santé, la jeunesse, une troisième sous-commission qui était présidée par normalement Salou Sarr, mais qui a été suppléée par Abdoulaye Racine Kane pour le secteur productif où nous avions traité de toute l'économie du secteur primaire, secondaire, tertiaire sur toutes ces problématiques. Et une commission 4 de la cohésion nationale qui a été subdivisée dans cette sous-commission présidée par Aline Badara Bey où nous avions la religion, le sport, la culture, les coutumes. Donc nous avions, à mon sens, traité sur toutes les problématiques de notre pays. Et aujourd'hui, après un travail qui avait été entamé en 2019, qui a été interrompu par la Covid en 2020, nous avions repris ce travail en prenant en compte ce qui a changé entre-temps. Le monde avait changé depuis Covid. Nous avions retravaillé presque tous ces 10 jours en sous-commission et nous, aujourd'hui, ce matin, nous étions en train de restituer le travail de ces sous-commissions en plénière pour que nous puissions compiler notre document final et l'envoyer aujourd'hui au dialogue national sous la présidence du président Niasse. La prochaine étape, c'est d'envoyer le rapport, notre rapport, à la Commission nationale du dialogue national, qui va faire la synthèse des travaux des différentes commissions, qu'ils enverront au président de la République, et que je pense qu'il va recevoir la restitution de tout ce travail le samedi. Donc c'est ça les prochaines étapes. Et maintenant, comme au niveau de notre commission, bien sûr, une des volontés, une des choses exprimées par les acteurs, c'est le souci, après, de suivre les recommandations qui ont été faites, leur suivi et évaluation. Est-ce que les mesures qui ont été envoyées vont être prises en charge, ainsi de suite. Je l'annonçais dans les grands titres, les 21 et 22 juin, les élèves vont subir l'examen du certificat de fin d'études élémentaires. Ils seront au nombre de 297 621 candidats répartis dans toutes les régions du Sénégal. La direction des examens et concours a annoncé l'effectivité des dispositions prises en collaboration avec les gouverneurs de région pour le bon déroulement de l'examen. Récit Ibrahim Moussali. Les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en 6e démarrent ce mercredi 21 au jeudi 22 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national en Gambie et en Guinée-Bissau. Après juste une semaine de l'organisation du baccalauréat technique, au total 297 621 candidats sont à la recherche de leur premier diplôme, dont 169 021 filles. Parmi eux,
47 déficients visuels. Selon le ministre de l'Éducation nationale, 56,79% des candidats sont inscrits pour la session 2023 contre 296 395 en 2022, soit un écart positif de 1226 candidats. La phase d'administration de ces épreuves nécessite en moyenne l'utilisation de 11 904 salles de classe et la mobilisation 1938 adjoints au chef de centre, 23 808 surveillants et 9 690 secrétaires, précise la direction des examens et concours lors d'une conférence de presse. Quant à la sécurisation des épreuves pour leur levée et leur acheminement vers le niveau déconcentré, un dispositif efficace est mis en place à la DESCO pour faciliter l'ensemble des opérations. À cet effet, le ministre de l'Éducation nationale avait adressé une correspondance au gouverneur de région pour la bonne préparation de ces évaluations de l'école élémentaire. La direction des examens et concours a assuré dans la foulée que des dispositions particulières ont été prises pour adapter les épreuves pour la transcription en braille pour les non-voyants et l'augmentation de la taille de la police des écritures. Parlant de la Tabaski, un déficit de plus de 38 000 moutons est constaté dans le marché. Comparez cette date à l'année dernière sur 20 000 au niveau national. Des épisodes antérieurs, tels que les perturbations sociopolitiques, ont fait la particularité de cette fête de la Tabaski. Des rassurances sont données aux éleveurs et aux populations sur les prochains jours pour une bonne organisation de l'édition 2023. Dans un nouveau format, gouvernement presse hier à la primature, le ministre du Développement communautaire de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobenka, a apporté quelques éclaircissements. Regardez. J-11, c'est-à-dire en date du 18 juin, nous avons enregistré plus de 84 200 au niveau de Dakar, contre 123 000 l'année dernière à la même période, soit un déficit de plus de 38 000 têtes. Ça, il faut le reconnaître qu'il y a un déficit actuellement au niveau de Dakar. Là aussi, ce qu'il faudrait juste comprendre, c'est que, vous l'avez tout à l'heure évoqué, il y a une situation, peut-être dans un passé récent, une situation plus ou moins tendue, due à des manifestations, entre autres. Et vous savez que l'éleveur, l'opérateur de façon générale, c'est quelqu'un aussi qui calcule en fonction vraiment des circonstances et du moment. Actuellement, ce qui est important à mettre en exergue, au niveau national, il y a un déficit de plus de 20 000 têtes éparpillées sur l'ensemble du territoire national. Et l'autre aspect qu'il faudrait noter, c'est que Dakar, il n'est pas du tout évident pour un éleveur lambda de venir à un certain niveau. Il faudrait quand même laisser ne serait-ce qu'à 5 jours de l'événement pour pouvoir venir à Dakar et pouvoir peut-être, dans la mesure du possible, s'installer au niveau des sites ou points de vente qui sont dédiés. À ce niveau, peut-être juste rappeler que l'État a installé quand même plus de 36 sites points de vente sur l'ensemble de la région de Dakar. Ça, c'est des points de vente officiels. Mais parallèlement à cela aussi, il y a des points de vente officieux qui seront installés au fur et à mesure en fonction surtout de l'approvisionnement du marché. Donc actuellement, nous sommes à plus de 84 000 têtes de moutons sur l'ensemble du territoire national. Mais parallèlement à ça aussi, au-delà des aspects sécuritaires que j'ai évoqués tout à l'heure, il faut aussi relater surtout les aspects liés aux travaux à l'intérieur de Dakar. Parce qu'avec le BRT, nous avons quand même vu la disparition de beaucoup de sites qui étaient auparavant quand même des sites bien approvisionnés. Actuellement, ce n'est plus le cas. Donc, il faudrait trouver une bonne stratégie d'adaptative pour pouvoir combler ce gap. Et nous espérons, à une semaine de l'événement, que les gens pourront quand même utiliser des stratégies appropriées pour arriver à cela. Restons toujours dans cette actualité. La Tabaski, jusqu'à ce jour, ne fait pas affluer un bon nombre de fidèles vers les bergeries avec des béliers qui attendent toujours leur potentiel acheteur. Les préoccupations des acteurs avec la cherté de l'aliment de bétail, l'insécurité et l'absence d'espace dédiés sont accrues. L'État est interpellé dans la prise en charge du secteur de l'oviculture pour le développement de la filière, dans l'implication des acteurs. Emmanuel Sarr et Cherté Gancham. À une dizaine de jours de la Tabaski, les pères de famille se dirigent toujours vers cette grande vedette du marché, le mouton. À Yoff, les éleveurs se confrontent à diverses difficultés.
Les difficultés que nous confrontons sont énormes, surtout à l'approche de la Tabaski. Tout est cher. Le prix des aliments de bétail est très élevé et cela s'ajoute d'autres frais. Chaque jour, on achète 2 barils d'eau à 1000 francs l'unité. Cela nous revient à 60 000 francs le mois. Le sac de 25 kilos d'aliments de bétail est passé de 10 000 à 16 000 francs. L'engouement autour de la fête occulte les réels problèmes que rencontrent les acteurs, que peuvent faire l'objet de tolérance des autorités, comme l'occupation des axes routiers de la capitale. Leur anarchie est un fait. Ce terrain où nous sommes installés appartient à la mairie qui est en partenariat avec le quartier. Il prévoit d'aménager un terrain synthétique. D'ici peu de temps, nous serions obligés de céder la place. Il n'y a pas d'espace à Dakar. C'est important de réaménager des terrains de foot. Mais il faut qu'ils pensent déjà à des espaces de vente réservés uniquement pour les éleveurs, ce qui facilitera le déplacement des clients. La Tabaski est un événement religieux d'une importance capitale avec ses préparatifs qui s'actualisent chaque année. La prise en charge effective du secteur de l'élevage ovin est l'appel des acteurs. J'interpelle le chef de l'État qu'il nomme au ministre de la tutelle, qui au moins connaît le secteur de l'élevage. Ce serait un apport positif pour réorganiser ce secteur. Nous participons au développement économique du pays comme tout citoyen. Il y a des terrains libres sur la bande verte de Yoff. L'État doit aménager ce site pour éviter l'anarchie. Sinon, ça va dans tous les sens. À quelques jours de la fête de la Tabaski prévue le 29 juin prochain, le Premier ministre Amadou Ba s'est réjoui du niveau d'approvisionnement du marché qui joue un rôle prépondérant dans le dispositif de vente des moutons. À ce jour, 475 604 têtes de moutons ont été recensées au niveau national contre 456 940 têtes à la même période en 2022, soit un surplus de 18 664 sujets. Sur ces prévisions, 58 857 sont enregistrés à Dakar, soit un déficit de 34 186, alors que 132 040 sujets ont été importés contre 119 384 en 2022, soit une hausse de 12 656 têtes. Un seul jour de fête de Tabaski est indivisible ne sera pas possible cette année. Une désunion s'installe entre la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire et la coordination des musulmans du Sénégal sur les dates du 28 et 29 juin. Les fidèles interférant dans l'entre-deux dates interpellent les guides religieux pour veiller au respect des préceptes de l'islam. Reportage Emmanuel Sarr et Astou Baldé. Comme à l'accoutumée, encore la célébration de la fête de Tabaski au Sénégal ne sera pas à l'unisson au regard des deux communiqués, notamment le communiqué de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire et la coordination des musulmans du Sénégal, une divergence qui ne laisse pas indifférents les fidèles. Nous sommes des musulmans qui croient en un seul Dieu et au prophète Mohammed, paix salut sur lui, et nous faisons le pèlerinage au même lieu saint. Pourquoi cette divergence sur le jour de la Tabaski? C'est incompréhensible. La pratique de l'islam est basée sur deux fondements, à savoir le Saint-Coran et le Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà de ces livres, le Sénégal bénéficie de nombreuses confréries qui participent à l'éducation de base de certains foyers, une croyance forte qui pousse des fois de se plier sur les recommandations des guides religieux. Sénégal dafa am ñaari position yi fi am ñi dañ né seen gis ñom Sénégal rek mo leen yitté. L'interprétation sur le croissant linéaire ne devrait pas être en réalité remise en question. Aujourd'hui, les lectures diffèrent en fonction de la situation géographique. Les uns fêtent la Tabaski que s'ils apercevoir la lune et d'autres s'appuient sur le constat des autres localités. ñi gëm nañu am seen mbir international lañ ay julit lañ mais da ngay gis ki ñew diw lay dégg. La croyance individuelle est un rapport entre l'homme et Dieu.
Ton salut est issu de cette relation divine. Les recommandations d'Allah et par son envoyé, le prophète Mohammed paix salut sur lui, devraient nous suffire. Et pourtant, le Coran a bien établi des recommandations qui pourraient guider la communauté musulmane sur la célébration des fêtes. En ce sens, une sortie de crise est souhaitée par les fidèles. Il faut se conformer aux exigences du Coran sur cette question de la tabaski. Les guides religieux et les membres des commissions nationales de concertation linéaire devraient veiller à l'application stricte des recommandations du prophète Mohammed paix salut sur lui. La puissance de l'islam découle de l'union des fidèles. S'il y a des divergences sur cette date exacte de la fête de Tabaski, la meilleure voie de l'unité est d'engager un dialogue inclusif de l'ensemble des commissions et des différentes familles religieuses du Sénégal. Célébrée 2 mois et 10 jours après la fête de la Korité, la Tabaski, littéralement fête du mouton, est célébrée chaque année par la communauté musulmane, appelée Eid el-Kébir en arabe. Cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Une victoire de prestige et historique dans les annales du football sénégalais, mais également dans le continent africain. Les Lions du Sénégal ont foudroyé les Orivers du Brésil sur la marque de 4-2 en match amical au stade José Alabade de Lisbonne en Portugal. De 1960 à nos jours, le Brésil a disputé 41 rencontres face à 15 équipes africaines, 35 défaites pour le continent noir. Une belle copie rendue par les Lions du Sénégal et pourtant au début de la rencontre, les assauts ont été menés par la Seleção en ouvrant le score à la 11e minute grâce au but de Paqueta. Les Lions du Sénégal vont remettre les pendules à l'heure avec l'égalisation de Habib Diallo à la 22e minute. Un but partout, le score final à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Lions du Sénégal n'ont pas reculé en multipliant les attaques avec un pressing haut. Quelques minutes plus tard, au retour des vestiaires, les Lions du Sénégal n'ont pas reculé en multipliant les attaques avec un pressing haut. Quelques minutes après, Marquinhos donne l'avantage au poulain d'Aliou Cissé en marquant contre son camp à la 52e minute. 3 minutes plus tard, Sadio Mané corse l'addition en inscrivant à la 55e minute. Après le but contre son camp, Marquinhos a finalement réduit la marque en inscrivant le deuxième but brésilien. Dans le temps additionnel, Nicolas Jackson est faussé par Henderson dans la surface de réparation. L'arbitre désigne le point de pénalty, transformé par Sadio Mané à la 97e minute, s'offrant un doublé et marque son 37e but en sélection. Le score final de la rencontre, 4-2 en faveur du Sénégal. Le Brésil n'a pas pris autant de buts depuis sa défaite contre l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014. Le Sénégal devient le premier pays africain à marquer 4 buts à la Seleção. Un match qui s'est très bien terminé pour les Lions. La rencontre Sénégal-Brésil était la deuxième du genre, cette fois-ci bien réussie par le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal qui salue la détermination de ses poulains. Écoutons Aliou Cissé. On est très satisfait, très fier de cette grosse performance comme vous le dites. Mais j'ai envie de dire, ça fait maintenant 10 jours qu'on est ensemble. On a énormément travaillé nos stratégies, travaillé nos phases de jeu. Et je suis vraiment satisfait et très fier de ces garçons-là. C'est un match de fin de saison. Mais n'empêche que vous avez vu la débauche, l'abnégation, la détermination qu'ils ont mis dans ce match-là pour gagner, pour faire plaisir au peuple sénégalais. Et ça, vraiment, je tenais à les féliciter. C'est leur victoire à eux. Maintenant, comme je dis, le Brésil reste quand même le Brésil. Il ne faut pas non plus exagérer en disant que c'est une victoire. C'est un match amical, certes, c'est vrai, mais où on a montré de très bonnes choses. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Quand les garçons jouent comme ça, quand ils sont concentrés, quand ils sont déterminés, on est difficile à manœuvrer. Mais n'empêche que ce fut quand même un début de match assez compliqué. La preuve, on prend un but des 10 premières minutes.
On connaît le Brésil avec leur jeu de possession. Ils nous ont un petit peu fait tourner de gauche à droite, de droite à gauche. Et puis, bon, sur un ballon venant du côté qui centre et puis il marque le but. Mais je crois que petit à petit, on est resté dans le match. On n'est pas sorti de notre stratégie. Et on a gratté des ballons intéressants au milieu de terrain. Et avec la percussion de nos 3 attaquants devant, on a pu leur faire très, très, très mal. Donc, une grosse performance tactique aujourd'hui de la part du Sénégal. Très fier de mes joueurs. Elle était très, très importante. Je crois qu'aujourd'hui, mes inquiétudes avant ce match-là résidaient à ce point-là. C'est une très bonne question. C'est un match, comme je l'ai dit, de fin de saison. Nos garçons ont beaucoup souffert, mais vous avez vu aussi l'équipe du Brésil qui a énormément souffert aussi durant ce match-là. Les matchs de fin de saison, c'est souvent des matchs difficiles. Vous récupérez, c'est les difficultés qu'on a en sélection. Vous récupérez souvent des joueurs qui ont 60-70 matchs dans les jambes. Et à un moment donné, nous, les sélectionneurs, on doit les récupérer avec un mental fragile, on doit les récupérer avec aussi des problèmes athlétiques du fait qu'ils aient joué pratiquement toute la saison. Mais en réalité, après, il faut essayer de les booster, leur apporter cette motivation nécessaire pour jouer pour le pays. Et c'est vrai que l'aspect athlétique était très important, mais aujourd'hui, je crois que je ne regrette pas d'avoir convoqué nos joueurs depuis le 7 juin. Ça nous a permis aujourd'hui d'être très prêts physiquement. Tension entre Chine et États-Unis avec les accusations de plus du président américain, indexant Xi Jinping d'être dictateur, les allégations rejetées par la diplomatie chinoise, crise économique au Liban depuis l'absence en octobre d'un gouvernement, une mission spéciale française de 2 jours envoyée par Emmanuel Macron entame les discussions consensuelles. Débutons l'actualité internationale avec la MINUSMA qui accuse le Mali d'avoir tué plus de 500 civils dans les opérations anti-djihadistes. Une plainte pour espionnage est déposée par le procureur malien. Récit Astoba. L'État malien porte plainte contre la mission des États-Unis au Mali, MINUSMA. Cette plainte est faite suite à l'accusation d'espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État, après la publication du rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme, accusant l'armée nationale et des combattants étrangers d'avoir tué plus de 500 personnes à Moura lors d'une opération anti-djihadiste, accablant l'armée nationale. Par voie de communiqué rendu public lundi, le procureur général près la Cour d'appel de Bamako a informé l'opinion nationale et internationale de la saisie d'une plainte auprès du procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalisation transnationale organisée, formulée par la Direction générale du contentieux de l'État contre les membres de la mission spéciale d'établissement des faits. Ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, crise électorale qui laisse le pays sans président ni gouvernement depuis octobre dernier. Cette situation préoccupante enfonce le pays chaque jour un peu plus dans une crise économique et financière aiguë. C'est lors de la fin du 2e jour de tournée de réception en Californie avec des donateurs du Parti démocrate que le président des États-Unis, Joe Biden, a qualifié de dictateur son homologue chinois Xi Jinping. Suite à cette accusation, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning, affirme ouvertement une provocation politique, tout en déclarant que les propos de ce dernier sont archi-faux, d'une nature insensée et qui ne collent pas aux pratiques diplomatiques. Un manque total de respect au peuple chinois, a-t-elle déclaré devant la presse. Une remarque très critiquée ce mercredi par Pékin. Joe Biden déclare que c'est lorsqu'il a abattu le ballon espion qui survolait le territoire américain que tout a commencé. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.